Bonjour et bienvenue dans le ZCL News. Aujourd'hui, nous serons ensemble jusqu'à 14 heures. On va recevoir plusieurs invités, dont Nancy Pali, enseignante, auteure. Elle sera avec ses élèves en distanciel pour nous parler du projet littéraire, donc les histoires de Bébel, donc une classe qui, sur le collège de Bébel de Sainte-Rose, a eu un projet. On sera en direct avec eux. Avec Nathalie Genlis, chanteuse, il sera question de parler de son actualité musicale, et avec José Turlepin, notre chroniqueuse, on parlera de l'abolition du code noir. Au niveau de l'actualité, on parlera de plusieurs sujets, notamment le comité de pilotage qui s'est réuni pour le futur mémorial des victimes de l'esclavage. C'est sur Paris. On sera aussi avec l'Agence française de développement qui a fait son bilan 2025 et parler des perspectives 2026, notamment sur l'amélioration et l'impact des différents projets en lien avec le développement. Il sera question de la 60e édition de Santé Expo à Paris, avec des professionnels autour de la santé qui ont pu parler justement d'une plateforme de proposition en lien avec la santé pour nos territoires. On sera avec les élèves du micro-lycée sur un séminaire notamment concernant les révisions à l'approche de l'examen. Donc ils se sont réunis pour amener ces élèves vers la réussite, et on terminera avec les collégiens sur la commune du Moule qui se sont mobilisés pour protéger le littoral. Voilà pour l'actualité. On va démarrer avec le premier sujet qui est le comité de pilotage qui s'est réuni pour parler du futur mémorial pour les victimes de l'esclavage. Donc un comité qui ambitionne de rendre hommage à nos ancêtres, hommes et femmes qui ont été réduits en esclavage, en créant un espace de transmission historique, culturelle et mémorielle pour les générations futures. Au-delà de ce symbole, ce projet soulève des questions essentielles autour de la reconnaissance, de la mémoire et de la manière dont les Antilles et la Guadeloupe choisissent aujourd'hui de raconter son histoire. On voit un reportage de Maurice Cessé. Oui, effectivement, nous réunissons ce comité de pilotage ce matin, ce qui nous permet de franchir une étape importante parce que, vous le savez, on va passer enfin de cette idée de projet, de promesse autour du mémorial national à une phase de concrétisation, de réalisation, ce qui est un point extrêmement satisfaisant. C'est l'étape d'après. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer un certain nombre de sujets. Nous le faisons en plus dans un temps qui n'est pas n'importe quel temps. Nous sommes en plein mois des mémoires. J'ai participé à toutes les initiatives auxquelles j'ai pu me présenter. Et donc, ce mémoire national, il s'inscrit aussi dans cette volonté de pouvoir, à chaque fois que nous en avons la possibilité, rendre hommage aux descendants d'esclaves. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est aussi un moment important parce que, vous le savez, on vient après des années et des années de combats mémoriels. Il y a beaucoup de travail qui a été effectué, beaucoup de recherches dans les archives. Et c'est aussi, pour moi, l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont participé à ces travaux. Et ils sont nombreux, membres d'associations, chercheurs, les descendants eux-mêmes d'ailleurs, ceux que Monsieur Romana d'ailleurs appelle très justement, et je me permets de le citer à chaque fois parce que c'est vraiment l'expression la plus juste, les entrepreneurs de mémoire. Sans eux, on ne serait pas là. Il y a la volonté, bien sûr, du président de la République de vouloir aller au bout et de concrétiser ce mémorial, mais il y a aussi tous ceux qui ont permis l'exécution et d'en être là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à quelques jours de l'anniversaire, du 25e anniversaire de la loi Taubira, ça prend une résonance particulière. Cependant, Madame la Ministre, on parle beaucoup aujourd'hui, le sujet qui est soulevé, la réparation. Alors, qu'en pensez-vous ? Alors, vous savez, ce que j'ai l'habitude de dire, moi, c'est que, d'abord, vous savez que l'esclavage est crime contre l'humanité, il est par nature, par principe, par définition irréparable. Et donc il faut toujours continuer à tendre à la réparation. Le président de la République aura l'occasion demain de tenir un grand discours sur le sujet. C'est lui qui aura la primeur d'un certain nombre d'annonces. Mais je peux dire d'ores et déjà que ce sera un grand discours, y compris sur les aspects de réparation. Voilà, préserver la mémoire du passé, c'est important, et travailler aussi à construire l'avenir économique et structurel du territoire aussi. L'Agence française du développement présentait son bilan 2025 et les perspectives pour 2026. Quel avenir économique pour la Guadeloupe ? C'est la question qu'on a posée pendant ce reportage. Lucien Nebor et Yvelane Marbeuf ont recueilli des images justement pour nous parler de l'avenir
dernière de 2026. On voit ensemble ce reportage. Nous avons une augmentation très importante des décaissements de 175% cette année, qui traduit l'effort que nous avons voulu pour que les financements se transforment en investissements. Au-delà de ça, je voulais insister sur les impacts. Ce qui est important, c'est de bien mesurer les impacts des projets. Au-delà des millions, ce qui est important, c'est de savoir que derrière, ce dont on parle, très concrètement, pour le quotidien des populations guadeloupéennes, ce sont d'écoles, de crèches, de médiathèques, de routes, de voies de circulation, d'aménagements divers sur le plan urbain. L'Observatoire des communes montre globalement une situation des finances communales qui s'améliore sur les 5 à 6 dernières années, avec une épargne nette par habitant qui est positive depuis 5 ans, et c'est une bonne chose, à la faveur de nombreux dispositifs et de redressement voulus par les chefs d'édilité également. On constate que pour autant, 7 communes sur les 32 restent avec des niveaux d'épargne nette négatifs, ce qui entrave leur perspective d'investissement. Alors les grands chantiers, c'est d'abord ceux d'être le plus grand pour nous des chantiers, c'est celui d'être à l'écoute de nos partenaires et en particulier des élus, qu'ils soient des élus renouvelés ou des élus nouveaux. Donc notre objectif, c'est de faire une tournée de l'ensemble des responsables de toutes les collectivités territoriales, la région, le département et l'ensemble des communes, des 32 communes que compte la Guadeloupe, écouter leurs besoins d'investissement. Le financement collectivité pour la Guadeloupe, c'est à la fois accompagner les grands projets et les grandes collectivités sur leurs projets d'investissement, mais c'est aussi être un partenaire de proximité, être facilitateur de projets pour les plus petites collectivités. Et cette année, en 2025, on a pu accompagner des communes sur du préfinancement de subventions, leur apporter la souplesse de trésorerie pour réaliser leurs projets, comme à Bouillon sur la modernisation de la médiathèque, la réfection des voies communales. Mais on a aussi accompagné énormément la réhabilitation parasismique des collèges, en lien avec le département qui est compétent. Donc, c'est des prêts de montant relativement importants. On a également accompagné le SDIS sur la rénovation de casernes à venir, bien sûr. Et puis, d'autres enjeux d'aménagement urbain, la reconstruction parasismique des écoles qui nous semblent particulièrement importants sur ce territoire. Voilà, on va mettre maintenant en lumière une initiative éducative et culturelle qui est inspirante, qui est portée par les élèves de 5e du collège Bébel de Sainte-Rose. Ils ont été accompagnés par leur enseignante, donc Nancy Pali. Ils ont imaginé et écrit un véritable livre intitulé Les histoires de Bébel, donc qui est composé de 6 histoires pour faire grandir, réfléchir et transmettre les valeurs essentielles comme le courage, l'amitié, la vérité ou encore le vivre ensemble. Et donc, Nancy Pali et ses élèves sont en direct avec nous en distanciel. On va les recevoir. Bonjour à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, une initiative incroyable. D'où est partie cette idée des histoires de Bébel? Alors, bonjour à tous. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc, l'initiative est partie du fait qu'en plus d'être enseignante au Collège de Bébel, je suis moi aussi écrivaine de livres pour enfants. Et donc, du coup, en début d'année, j'ai proposé à mes élèves, pourquoi pas, de se lancer dans ce projet, afin qu'ils puissent utiliser, que les mots puissent avoir du sens pour eux et qu'ils puissent bien comprendre pourquoi, en fait, l'utilisation de la conjugaison, la grammaire, un peu de tout. Là, je vais présenter, mais je vais les laisser répondre aux autres questions pour qu'ils soient vraiment pleinement dans ce rôle d'écrivain ou dans la promotion de leur. D'accord, donc vraiment utiliser l'outil comme moyen d'expression, c'était ça l'idée aussi de départ? Comment alors les jeunes, vous êtes 6, est-ce que c'est chacun qui a écrit une histoire parce qu'il y a 6 histoires ou bien ça a été collectif? Comment, avant de commencer dans le détail, comment vous avez réagi à cette idée qu'on vous a proposée, votre enseignante? Pour commencer, au début, elle nous a proposé l'histoire. Au tout début, il y avait des oui comme des non. Et après, il y a eu 6 histoires, comme vous le dites. Donc, dans les 6 histoires, il y a des groupes de 2 et des groupes de 3. On n'a pas forcément eu vraiment le choix d'écrire ce qu'on voulait. Donc, on a eu des différents thèmes, comme vous l'avez dit, donc l'anniversaire, la harcèlement et tout. Et voilà.
D'accord. Et comment ça vous a permis de faire quoi? Est-ce que vous sentez euh, il y a une révélation à travers ces histoires-là pour vous personnellement? On ne vous entend plus. Alors, nous, on nous entend bien, alors peut-être que c'est un petit décalage. Est-ce que vous m'entendez là? Vous nous entendez? Oui, on entend. Ah, voilà, là, on vous entend. Ok. Donc la question, est-ce que ça vous a permis de vous révéler à travers ces histoires-là? C'est surtout pour les enfants la question, du coup. Euh, oui, ça nous a permis d'apprendre plein de choses. Ça nous a appris que les enfants qui sont en difficulté, qui sont en Ulysse, peuvent faire des choses comme tout le monde. Là, ça nous a vraiment permis de mettre en valeur nos compétences et ça nous a permis aussi d'apprendre des choses que créer un livre, ce n'est pas facile. Ça demande du travail, de la réflexion et beaucoup d'imagination. Ça nous a fait plaisir de créer ce livre, de permettre de montrer aux enfants que on peut tout faire dans la vie et que un livre, si on le veut, peut devenir une grande source d'inspiration. C'est super. Du coup, est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle, parce que c'est un petit peu à la mode maintenant, ou bien comment vous avez fait les dessins, ou bien comment ça s'est imbriqué, toutes les choses euh, pédagogiquement, je veux dire aussi, mais pour vous en tant qu'auteur? Alors, en premier temps, on a dessiné nos personnages, c'est-à-dire on a imaginé ce qu'on allait faire, on les a dessinés et après on les a améliorés avec l'intelligence artificielle. Donc ça a permis d'utiliser le numérique de façon intelligente. Alors, du coup, l'édition, c'est un vrai livre. Où est-ce qu'on peut la voir qu'est-ce que vous allez en faire après? C'est quoi le projet derrière ce livre, Les histoires de Bébel? Est-ce que ça raconte spécifiquement des histoires de Sainte-Rose, de Bébel, de ce qui s'est passé dans vos histoires personnelles sur le territoire, ou comment vous avez construit ces histoires-là? On n'entend plus, on n'a plus de son de notre côté. J'ai pas entendu, pardon. Est-ce que vous pouvez reprendre la réponse? J'ai pas entendu. On a entendu ce que vous avez dit, ça concerne. Vous avez construit les histoires. Est-ce que c'est imbriqué vraiment dans l'histoire de Sainte-Rose, par exemple, parce que ça s'appelle Bébel? Est-ce que ça a un lien par rapport au territoire? Ben, non, on voulait la transmettre aux enfants plus petits que nous, que quand ils vont grandir, ils vont avoir certains thèmes dans notre histoire, comme l'harcèlement. Quand ils vont grandir, ils vont être amenés à voir qu'ils vont se faire harceler. Ils vont vivre leur anniversaire. Ils vont, des fois, pour l'abandon de certains de leurs parents, quand ils vont voir un de leurs amis vol, ils vont se rappeler que oui, que le collège de Bebel a écrit que vous ne laissez pas bien tel cours et tout. Donc, on voulait transmettre un peu ça aussi, ce qu'on vit un peu de tous les jours, ce qu'on voulait transmettre. Ok. Donc, c'est des histoires observées ou vécues qui ont inspiré ces histoires qui sont dans le livre, en fait, c'est ça? Exactement. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'ils puissent utiliser les mots adaptés au jeune public pour pouvoir transmettre leurs histoires. Plus précisément, par exemple, comme l'a dit Naïlia, on ne parlera pas de l'abandon de la même façon à Naïla de 15 ans qu'à un enfant de 3 ans. Donc, ça a été aussi ce travail qu'ils ont eu à faire, utiliser les bons mots pour faire passer le message souhaité. D'accord. Et ça permet aussi de développer la créativité. On parle beaucoup des industries culturelles et créatives maintenant. C'est comme un outil qui permet de voir autre chose, puisque vous avez touché à plein de choses. Le dessin, l'écriture, la mise en page, parler de problèmes de société aussi. Donc ça ouvre vraiment le champ des possibles et la créativité.
eh ben, il y avait au début, il y avait eu des conflits dans le groupe. Et du coup, au fur et à mesure qu'on faisait les histoires, il y avait des concours, il y avait des gens qui ne voulaient pas faire, il y avait des qui voulaient continuer. Et au fur et à mesure qu'on a continué les histoires et le dessin, eh bien, on a créé le livre. Et ensuite, pour aller dans cette dynamique, ils ont rencontré pas mal d'acteurs, tels que Aurélie Charles, qui est écrivaine, donc elle a écrit le livre Day. Il y a aussi Neil Lago, le réalisateur de la BD de Wish. Donc, c'est vrai qu'ils ont pu rencontrer pas mal d'acteurs qui contribuent à cet univers du livre entre illustrateurs et écrivains. Et ça leur a permis, je pense, de découvrir de nouveaux métiers. Vous en pensez quoi? Et peut-être de nouvelles vocations. Est-ce qu'il y en a certains qui sont du coup intéressés par l'écriture ou autre chose, ou le dessin en lien avec ce que vous avez produit? Oui, moi, grâce à ce projet, ça m'a ouvert les yeux sur le métier d'illustrateur pour les livres. Ça me montre que dessiner, c'est pas qu'un loisir, ça peut t'aider dans plein de choses. J'ai aussi vu que dessiner, c'est pas donné à tout le monde. Donc, j'ai envie de continuer sur une dynamique comme ça et voir si je pourrais un jour dessiner pour un de ces dentistes pour les illustrations. Super, donc ça donne voilà une perspective d'avenir qui est concrète. Avec ce livre, du coup, est-ce que vous avez une suite? C'est quoi l'actualité? Est-ce que vous allez diffuser, vous l'utilisez, j'imagine, dans le collège, mais est-ce que ça pourrait être un support pour toutes les écoles de Guadeloupe? Alors oui. Alors oui, du coup, les perspectives à venir, c'est qu'ils diront, là, il est prévu qu'ils aillent lire leurs ouvrages dans deux écoles de Sœur-Rose. Après, avec la fin de l'année qui approche à grands pas, donc on n'aura pas le temps de faire toutes les écoles, mais pourquoi pas continuer ce projet sur la nouvelle année. Ils seront aussi présents la semaine prochaine, le 29, au collège pour faire la présentation devant l'équipe éducative, pour parler aussi, faire une dédicace, une séance de dédicace. On verra aussi comment être présent à la médiathèque du Lamentin, qui est accepté de toutes les manières. Et du coup, là aussi, on pourra rencontrer le public. Et enfin, pourquoi pas, si on a cette possibilité, pouvoir rendre le livre dans les librairies qui souhaiteraient. Souhaite. En tout cas, bravo à la jeunesse, parce qu'on dit que la jeunesse s'éloigne de la lecture, de l'écriture, la preuve que non, et ils peuvent construire et produire quelque chose de qualité. Donc bravo à vous tous et à l'enseignante aussi qui a porté le projet pour la création de les petits écrivains, les histoires de Bébel, et on l'espère pouvoir le trouver dans toutes les librairies de Guadeloupe et d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Là, notez quand même que je suis très fière des élèves et continuez à nous suivre pour savoir comment on évolue. Merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir accueillis et de nous donner cette visibilité aujourd'hui. Un réseau social où vous êtes, où on peut vous suivre, ou bien vous n'avez pas encore créé de page, mais il faudrait le faire pour qu'on puisse vraiment vous suivre sur cette aventure pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Donc une belle initiative, hein, on parle souvent de décrochage scolaire et de difficultés, et ce projet montre à quel point la création, elle peut vraiment devenir un outil d'expression et de valorisation pour nos jeunes. On en a besoin. On va revenir sur l'actualité, parler de la 60e édition de Santé Expo à Paris, qui a réuni des professionnels. C'était l'occasion justement de parler de cette plateforme de proposition sur les sujets qui nous concernent, l'innovation médicale, le vieillissement de notre population, mais aussi l'accès aux soins et l'organisation hospitalière. C'est un reportage de Maurice Cessé qui nous parle de ce rendez-vous stratégique sur Paris. Écoutez, c'est le rendez-vous incontournable des hospitaliers. C'est, je crois, plus de 100 000 visiteurs
l'ensemble, je dirais, de la famille hospitalière, chaque année, vient à ce Centre Expo, où nous avons tous les partenaires, tous les décideurs politiques. Hier, on avait la visite de la ministre de la Santé qui est venue nous saluer. Et j'ai profité pour lui remettre la plateforme de proposition de la Fédération hospitalière de la Guadeloupe. Demain, il y a une session spéciale innovation pour faire face aux contraintes en Outre-mer en salle plénière. Et la ministre des Outre-mer sera présente et je vais prendre la parole au nom de la Guadeloupe. Voilà, donc c'est à la fois un échange d'expériences, voir ce qui se fait en termes d'innovation au niveau du système de santé hospitalier. Et bien sûr, l'occasion, puisqu'il y a pas mal de ministres qui parlent, de décideurs en santé qui passent, l'occasion de pouvoir passer des messages et voilà, profiter de la présence de ces décideurs pour encore enfoncer le clou, pour encore obtenir plus de moyens pour la Guadeloupe et l'Outre-mer. Nous avons donc ici un agora où on expose aussi notre savoir-faire, parce qu'on se rend compte que malgré nos contraintes, nos difficultés, on est capable aussi d'innover. Le futur CHU, ce qui se passe actuellement au niveau du nouveau bloc opératoire de Basse-Terre, montre qu'on est capable de faire preuve de résilience, de s'adapter à l'hôpital de demain. Alors, sur ce stand de Outre-mer, il est bien évidemment question de la santé des Guadeloupéens, des habitants de la Guadeloupe. Oui, alors sur ce stand d'Outre-mer, à tour de rôle, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, nous avons sélectionné des propositions d'intervention. Il y a eu une petite sélection. Pour pouvoir permettre à l'ensemble des partenaires de présenter ce qui se fait d'innovant en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Ça permet d'échanger. Voilà. Et moi, j'interviendrai donc demain sur l'innovation et chaque région outre-mer, y compris la région Mayotte, tout ça et tout, prendra la parole pour parler des innovations et notre capacité de pouvoir, face aux difficultés que nous avons, la double insularité et tout, faire preuve d'intelligence et de s'adapter à ces contraintes. Voilà, donc Santé Expo, c'était justement l'occasion de parler de la question de la santé qui reste centrale chez nous, dans nos territoires. On va faire notre première pause publicitaire. On revient dans un instant pour parler de musique avec Nathalie Genlis. À tout à l'heure. Nous voilà de retour sur le plateau. On va recevoir dans un instant Nathalie Genlis. Bonjour. C'est notre invitée du jour. Elle est artiste enracinée profondément dans l'identité guadeloupéenne et avec plusieurs années de scène, de collaboration, de recherche. Là, c'est le premier album qui s'appelle Woulé, un projet qui est personnel, engagé, nourri de gros cas, jazz, soul, poésie, créole, et vous abordez des thèmes comme la transmission, la résilience, la violence faite aux femmes, l'identité, l'amour du territoire, vraiment des sujets qui sont forts. Et donc, premier album qui est un peu comme une consécration, c'est ça, de plusieurs années de carrière? Alors, je ne sais pas si c'est une consécration, mais en tout cas, l'aboutissement, effectivement, d'un chemin. Un chemin qui était effectivement assez long. Plusieurs années, combien d'années à peu près? Alors, c'est vrai que les premières ébauches se sont faites il y a à peu près 18 ans. D'accord. Et donc, c'était un désir. On se dit, bon, allez, l'année prochaine. Et puis finalement, non, l'année prochaine et encore l'année prochaine. Et puis finalement, 10 ans passent. Et des années passent jusqu'à l'aboutissement, enfin. Donc, voilà. Alors, pourquoi maintenant, du coup? Je pense qu'à un moment, voilà, comme un bébé qu'on a porté, à un moment, il faut bien que ça sorte. Donc là, je crois que c'était arrivé à maturation. Et voilà, donc c'était le moment. C'était le moment. Alors, pourquoi ce titre Woulé comme titre d'album? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, Woulé, pour moi, c'est justement toutes ces années où finalement, il a fallu faire preuve de persévérance, que malgré tout ce qui pouvait arriver dans la vie, les aléas de la vie, tous les petits soucis qu'il y a pu y avoir à la mise en place de cet album, que finalement... voilà, il fallait persévérer pour aboutir à quelque chose. Et puis, c'était aussi par rapport à ma vie où, pareil, on chemine dans sa vie de femme et autant que dans la vie d'artiste. Et du coup, on se retrouve, on est confronté à plein de choses.
qui nous remettent en question. Et finalement, toujours ce point commun, le fait d'avancer, de mettre un pied devant. Et une petite référence aux anciens, on te dit, bon, femme, il faut tchamber du boutao et puis avancer. Donc, même si ça va pas rit. Faut rouler, quoi. Faut rouler. Voilà. Donc, du coup, rouler. Le clin d'œil pour ça, le clin d'œil aussi pour les racines, avec ce rythme de Gros-Cas qui est aussi... c'est un rythme aussi du Gros-Cas. Oui. Donc, du coup, voilà. C'est un titre qui, pour moi, reflétait vraiment l'ensemble de l'album. D'accord, donc c'est cette marche en avant, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, c'est ça. C'est ce qu'on comprend bien. Donc, vraiment, on entend le Gros-Cas, il y a du jazz, soul, des influences vraiment... différentes, multiples, caribéennes. Comment c'est un melting pot. Donc c'est les rencontres que vous avez faites qui ont construit cet album, c'est qui vous êtes, tout ça. Comment s'est construit vraiment cette identité? Alors, je crois qu'elle est arrivée vraiment au fil du temps. Alors, au tout départ, je crois que ce sont les diverses rencontres que j'ai pu faire. Alors, les rencontres durant mon parcours de choriste, donc à accompagner des artistes, à découvrir plusieurs styles musicaux, du coup à me dire j'aime bien tous les styles musicaux finalement. Et cette rencontre avec le Gros-Cas, où je me suis dit waouh, ça me fait quelque chose à l'intérieur. Et puis donc voilà, dans mon parcours de choriste, j'ai fait des chœurs dans le Gros-Cas, et c'est vrai que ça m'interpellait. Je disais ouais, mais ça me touche vraiment, et c'est bizarre parce que chaque style musical me touchait d'une manière. Je sentais que ça vibrait en moi d'une certaine façon, mais le Gros-Cas, j'avais l'impression d'être vraiment enracinée. J'ai l'impression d'appartenir à quelque chose enfin, mais vraiment quoi, et d'être enraciné. Donc du coup, il y a eu cette rencontre avec le Gros-Cas à ce moment-là, mais au niveau de développer ma musique et tout, ça s'est fait au départ avec Florence Masneau. On avait un groupe qui s'appelait Sanouillé, où il y a eu d'abord Sony, ensuite Arnaud, il y avait de temps en temps Jonathan, Jurion, donc voilà, donc Florence Masneau, cette rencontre où elle m'a dit viens, on va faire un truc et tout, et on a commencé à travailler en fait sur notre couleur à nous, et ça a donné Sanouillé. Et puis bon, finalement Sanouillé, les gens sont partis, on fait les études, parce que bon, quand je dis ça, voilà, les gens du groupe, Arnaud, Jonathan, tout ça, enfin tout le monde était dans un parcours un petit peu d'études. Et puis, donc c'est pour ça que je parle d'il y a 18 ans, ouais. 18, 20 ans. Donc ça a commencé là. Et donc cette équipe s'est plus ou moins formée là, à partir de cette expérience de Sanouillé. Et voilà, et ça a donné ça maintenant. Donc la rencontre avec Sony, la rencontre avec Jonathan, les personnes avec Arnaud, donc les personnes qui sont essentiellement sur cet album-là. Voilà. Et puis ensuite, oui, ça s'est étayé avec les rencontres au fil de la route. Au fil de la route. On va écouter un premier extrait, Nation, et on va développer un peu plus le sujet par rapport à ce titre, Nation.
Sirène sonne pour nous sembler. L'esprit vigilant, non, non, vaillant, ça peut tuer nous qui nous fort. Mais engagé, je sonne nous péter la guerre. Kaba commandant, faut nous voir d'où vont manœuvre nous capoter. Vous levez pour ces années. Le pays, la net, Caraïbes, la diaspora. Vous levez, pour nous qui arrivez. Vous levez pour ces années. Africa, net Caraïbes, la diaspora. Guadeloupe nous chanter, pour Caraïbes dans des chants nations qu'à lever. Sirène sonne pour sembler, l'esprit vigilant, non manam vaillant, ça y peut que tu es nous qui rend nous forts. Africa, net Caraïbes, la Mois des mémoires, et c'est un titre qui fait écho vraiment à la diaspora, à l'unité vraiment. Est-ce que, selon vous, je pense que la réponse est oui, mais je la pose quand même, les artistes, ils ont vraiment un rôle à jouer dans cette conscience collective de faire ensemble, de travailler, d'honorer d'où on vient? J'imagine que la réponse sera oui. Je suis épiée. Je dois bien répondre. On salue mon jupon qui est déjà là avec nous. Bonjour. Oui, je pense que les artistes ont un rôle, bien sûr, dans tout ça. Alors, on est là pour décrire la société telle qu'elle est et mettre en exergue, justement, voilà, tout ce qui peut ne pas aller dans la société. Et si nous, on peut inspirer les gens, oui, tant mieux. Hein. Tant mieux. Et vous parlez d'un autre sujet aussi qui est très sensible, qui est les violences conjugales à travers Gilda, c'est ça? Oui, c'est ça. Le choix de ça, est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui vous touche, qui est un sujet sensible? Je me pose souvent la question, oui. Tu as vécu C'est toi, Gilda? Non, ce n'est pas moi, mais c'est vrai que j'ai eu des échos, j'ai eu des amis, maintenant ce qui se passe à la télé, ce qu'on voit de plus en plus dans le monde. Et c'est vrai que cette souffrance que peuvent ressentir certaines femmes à se retrouver dans un étau comme ça, souvent on ne le comprend pas, n'étant pas dans la situation, on n'arrive pas en fait à comprendre ces femmes qui restent et qui persistent à vouloir rester dans ce genre de situation. Mais au final, c'est vraiment un piège, c'est vraiment... c'est comme un piège à crabe, quoi. Les rentrer, il barre et s'y sortir. Il ne peut pas sortir. Donc voilà, il prie, c'est pris. C'est l'emprise, c'est vraiment ça, oui. C'est ça, et du coup, il ne faut même pas chercher de raisons rationnelles, à se dire mais comment. Et du coup, Gilda, c'est ça. C'est de parler à cette femme et de lui dire, bon, ne te pose pas plus de questions, pars. La boîte à crabe, elle s'ouvre aussi par une force extérieure. Donc, quelqu'un va venir ouvrir cette boîte à crabe. Il faut que ça peut être l'artiste aussi. Ça peut être la musique, justement, qui Je suis la boîte à crabe. Ouais. Je suis celui qui va ouvrir la boîte à crabe. Et on parle de l'emmou aussi, l'emmou vaudou. Oui. On va avoir un petit extrait aussi de ce titre et on revient pour en parler. Vous et moi, nous te doutes, mais je dis pas ni doute. Ça qu'apprend un goût pour tout moins soif devant l'envol. L'amour en nous, doudou, vin l'amour vaudou, oui, doudou. Cloupé plaisir, gâché, détruit. Ça nous déjà construit. Faut aller, aidez-moi échapper. Faut aller, finir l'idée en moi, laisse tout dans l'esprit moi. Faut aller, tournons la jet. Faut aller, aidez-moi
échapper, il faut aller. Laissez l'idée en moi, laisse tout dans l'esprit moi, faut aller. L'homme golbo, doudou, pépa chikaye nous pour toujours. Calbastini de couilles. Moi, t'es forcé choisir. Timon en nous, sans vous, que répond goût, oui, go. Rêver la vie, ça triste, ça dit. Enfin voilà embelli. Enfin voilà embelli. Voilà une belle musique, comme un spleen un peu, c'est mélancolique en même temps et c'est très habité, il y a une vraie émotion, un message. Qu'est-ce que vous vouliez transmettre sur ce titre en particulier? Alors, l'amour vaudou, oui, alors là, c'est un morceau qui parle d'emprise. Voilà. C'est-à-dire que même quand la relation est finie, et ben la présence de l'autre est là toujours. Et c'est ce moment où on veut se reconstruire, mais où en fait on a du mal à lâcher prise sur ce qui nous est arrivé, sur cette personne qu'on a aimée, parce que finalement on a aimé cette personne, mais on n'a pas réussi finalement à trouver les choses à mettre en place pour que ça fonctionne, puisque la personne en fait déclenche quelque chose de toxique en fait en nous, et du coup on est obligé de se séparer. On se sépare, mais quand on est séparé, on a la personne toujours dans la tête et du coup on n'arrive pas à aller de l'avant. Donc l'amour vaudou, c'est ça, c'est une présence, quelque chose qui est là alors que la personne n'est plus là et dont on doit se détacher. Donc, et qu'on demande, dans la chanson où je dis, allez, laissez-moi aller, faut aller. Je crois que c'est ce type de texte là qui parle énormément, et j'aime beaucoup aussi la simplicité du coup de la vidéo qui du coup est très sobre. Ça donne un côté vraiment intemporel à cette musique. Alors du coup là c'est la sortie de l'album. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des concerts, il y a des signatures, des rencontres. Comment on fait pour découvrir l'album? Alors oui, il y a eu des concerts. Au Baiser Salé, au Bijazzy d'abord, au Baiser Salé en métropole. En France. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu un grand débat sur la métropole et la France. On ne parle plus de métropole, voilà, on parle de France. Oui, en plus on en parle tout à l'heure dans le Code Noir. Avec... dis donc, on est connectés là. Donc voilà, donc en France. Et donc ici, oui, je suis venue pour un concert à la salle Robert Loison en mars, et aussi pour un concert au Casino du Gosier en avril. Donc voilà, donc il y a eu ces dates. Et j'étais super contente de pouvoir chanter enfin pour la Guadeloupe, le public de la Guadeloupe. Et pas avec n'importe qui. En plus, vous étiez bien accompagnée. Oui, donc on a quelques images, on regarde en même temps, mais vous pouvez commenter. Oui. Donc effectivement, pour cette date, donc à la basse, il y avait Eric Delblon, Jonathan Jurion au piano, Sonny Troupé à la batterie. Et il y a eu aussi Willem qui est venu me rejoindre pour un duo, Palais Bayo. Donc c'est un morceau qui parle de foi et de spiritualité, et du temps qui passe et de tout ce qu'on peut voir qui se déroule dans le monde. Voilà, et qu'il est temps vraiment de se connecter au spirituel. C'est ça en fait l'âme de cette chanson. Donc Willem, voilà, qui est venu nous rejoindre pour cette date au Casino. Et les prochains rendez-vous autour de l'album, alors du coup, que ça soit ici ou en France Alors je voulais dire que c'est Tempo, merci à Tempo, parce que ces images-là, c'est grâce à Tempo Jazz, puisque c'est sur leur label qu'on a fait ce concert, donc Tempo Jazz. Donc merci à Jérôme, Stéphane. Et oui, les prochaines dates, normalement le 27 mai au Baiser Salé.
En France. En France, Ouais, oui. d'accord. Alors, il y a une proposition en début juillet. Si tu m'entends, le festival de Gros-Cas, je suis là, oui, juillet. Et les gens, oui. ils regardent. Voilà. Oui, On peut juillet, prendre, juillet peut-être, j'espère en tout cas, j'espère. Bon, ben, ce sera avec plaisir. Mais où est-ce qu'on peut écouter où vous voulez? Est-ce que j'ai les CD, je ne sais pas si ça existe toujours, mais sur des plateformes ou... Oui, sur les plateformes. On peut le trouver sur les plateformes. Et si on le veut en physique, on me contacte en fait sur les réseaux et je redirige. Tout simplement, voilà. D'accord, ben merci. Pour suivre votre actualité, du coup, c'est les réseaux Nathalie sociaux. Jeanlys. Nathalie Voilà, Jeanlys. Nathalie Jeanlys, Nathalie. Et Jeanlys, Janlys. Voilà. Ok, ben merci beaucoup pour le partage et pour être venu nous parler de votre évolution, la scène et cet album. Merci beaucoup à vous. Merci. On va revenir à l'actualité avant de parler du code noir avec mon jupon qui est déjà bien apprêté, qui est déjà prête pour nous là. J'ai une coiffe qui rappelle la coiffe du livre de couleurs. Ah, mon Dieu, ok. On va parler des élèves du micro-lycée qui sont en révision, qui étaient en révision notamment pour l'approche des examens, puisqu'on est bientôt à cette période fatidique où le stress peut monter pour de nombreux élèves. Et donc, ces jeunes se sont mobilisés autour de séances de révision pour préparer dans des meilleures conditions possibles leurs examens. Micro-lycée qui accueille des élèves en parcours parfois atypiques, souvent marqués de ruptures scolaires et de difficultés personnelles. Et l'objectif était justement de leur permettre de prendre confiance, construire un nouveau projet. On voit un reportage d'Olivier Félix à ce sujet. C'est la semaine de révision, c'est un séminaire de révision. Nous sommes à Des Haies et dans un cadre idyllique, magnifique. Les élèves n'ont pas souvent l'occasion de sortir de leur quotidien de cette façon. Et nous travaillons encore plus les lacunes, encore plus sur des quiz de connaissances pour pouvoir les préparer au mieux aux épreuves qui approchent. La première épreuve a lieu le 2 juin. Donc nous nous attelons à travailler tous ensemble, par petits groupes, en petit atelier. Notre objectif, c'est de montrer aux élèves la résilience, mais aussi l'exigence, la motivation, l'ascension sociale. Nous pensons que l'école est là pour ça. Et notre mission est vraiment d'amener les élèves à la réussite. J'ai un parcours assez particulier. À l'âge de mes 15 ans, mon père est décédé. Donc du coup, j'ai arrêté l'école parce que je ne me sentais pas bien. Ensuite, ma mère m'a toujours motivée, mais je n'étais pas prête à retourner à l'école. Du coup, j'ai toujours une passion, c'est la coiffure. Donc, j'ai commencé à coiffer. J'ai partagé mes coiffures sur les réseaux, etc. Mais je me suis dit non, il faut que je fasse plus que ça. J'ai les capacités d'aller à l'école. Donc, j'ai trouvé le micro-lycée avec la mission locale. Le recrutement, on commence dès le mois de mai des entretiens de recrutement au micro-lycée pour la rentrée 2026, septembre 2026. Et l'idée, c'est que tous les jeunes qui sont sortis de l'école au moins 6 mois peuvent postuler, ils nous contactent, soit sur le site internet, soit par téléphone. Et on fait des entretiens qui permettent d'évaluer leur niveau, leur motivation et voir si on peut leur apporter des solutions pour la réussite. On voit de plus en plus dans une société difficulté, 50% de chômage chez les jeunes. Avoir un diplôme, c'est vraiment un atout important. Et avoir son baccalauréat, c'est un pas vers la réussite, vers continuer les études. Pour ma fille, pour notre famille, j'ai envie de dire, ça a été une vraie chance. Parce qu'elle avait vraiment pas du tout envie de retourner en milieu, entre guillemets, ordinaire, où elle a été pas mal stigmatisée et où il a fallu se battre à chaque moment, puisqu'elle a toujours été scolarisée en milieu ordinaire jusque-là, mais il a fallu se battre tous les ans, donc depuis la petite section jusqu'à la 3e, pour lui permettre de pouvoir allier rééducation et éducation. Étant moi-même enseignante, forcément, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Et chaque fois, il fallait quand même... C'était un combat. C'était vraiment un combat. Ce qui fait que la seconde, elle a décidé de poursuivre ses études à distance. La seconde s'est bien passée. En revanche, la première a été difficile. Et là, elle était vraiment complètement dégoûtée. Et c'est le micro-lycée qui lui a permis de raccrocher de façon assez satisfaisante, je dois dire. Retourner au lycée, reprendre les études, ça a été possible grâce au micro-lycée. Donc on est vraiment très 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 reconnaissant.
Et donc, la jeunesse aussi se mobilise sur un autre terrain qui est essentiel, celui de la protection de l'environnement. Des collégiens ont participé à des actions concrètes pour préserver le littoral guadeloupéen. Ils se sont rendus sur la commune du Moule pour nettoyer, sensibiliser, observer la biodiversité et aussi leur réflexion sur la pollution marine. Une initiative qui est importante pour nos jeunes. On en parle avec Solène Fèvre. Le projet il s'est déroulé effectivement en plusieurs phases. Donc la première a consisté à sensibiliser dans les établissements. Donc on a été parler justement avec les enfants, ce sont des collégiens, donc de la problématique de l'érosion, mais aussi de la richesse de nos paysages et l'intérêt en tout cas, le souhait de le protéger avec eux et de les rendre acteurs de ça. Donc parmi ces actions, on a eu une première qui était de créer un panneau pour sensibiliser tout un chacun. Et du coup, on a créé ce panneau avec eux, donc on l'a co-créé, on l'a imprimé et on l'a déposé du coup sur cette plage le 6 mai dernier. Et aujourd'hui, le 20 mai, c'est l'action de plantation qu'ils ont aussi proposée, évidemment. Et on a eu le soutien à la fois de la mairie sur les plants. Donc ils ont fait dans leur pépinière des plants et on a pu les utiliser. Et on a également acheté quelques plants en plus pour compléter et que chaque enfant ait à minima un plant qui plante directement. Il faut qu'on prévienne tout le monde, il faut que tout le monde capte le problème, il faut qu'ils viennent nous aider, construire des projets avec des associations, les inviter, les appeler pour nous aider. Ça fait partie du programme des SVT de s'intéresser à notre environnement et surtout de parler de l'érosion. Nous sommes sur une petite île, la Guadeloupe, sur un archipel et c'est vrai que la montée des eaux leur pose souvent problème et ils ont beaucoup de questions par rapport à ça. Et le fait d'avoir travaillé sur l'érosion leur fait se rendre compte que c'est notre île qui est en danger. Donc forcément, nous sommes en danger si nous ne faisons rien. Donc du coup, ils ont décidé de se mobiliser ensemble, de porter un projet et ils ont essayé de faire intervenir d'autres associations du Moule pour que ce projet soit plus porteur et plus parlant pour tout le monde. Alors, cette veille de week-end de Pentecôte, je vous demande instamment de préserver notre littoral. Ramassez vos déchets quand vous allez à la plage. C'est l'éducation, c'est les adultes qu'il faut éduquer aussi en matière de préservation de biodiversité. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient dans un instant et on va parler de l'abolition du Code noir avec mon jupon qui est déjà prête. À tout de suite. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL et donc on aura tout le temps du monde pour développer un sujet qui est important et qui fait vraiment écho à l'actualité. Absolument. Déjà. Et au mois des mémoires, on est en plein dedans. Aujourd'hui, on va avoir un temps de réflexion autour de notre mémoire collective et notamment en lien avec cette commission d'abrogation formelle du Code noir, un texte qui est encore... applicable ou pas? Non, il n'est pas applicable parce que d'autres textes sont venus en fait le rendre de fait caduc, mais officiellement, expressément, il n'a pas été abrogé. Abrogé. Donc on va en parler avec José. Petit générique pour commencer. Donc bonjour José, merci pour ta chronique. Bonjour. On va commencer. Qu'est-ce que c'était exactement que ce Code noir? Alors Iman, je vais revenir un petit peu sur le contexte qui fait que j'ai envie de faire cette chronique. On va abolir. Abolition. Je suis
Abolir, je peux le dire? Abolir le code noir. Parce que dans les faits, il n'est plus appliqué. C'est un texte qui est devenu caduc. Parce que d'autres textes, après, le rendent de fait caduc. Les abolitions d'autres textes sont venus. Mais expressément, il ne l'a jamais été. Donc, des députés ont fait cette demande d'abrogation formelle de ce texte. Hier, la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, à l'occasion des 25 ans de la loi Taubira sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime de l'humanité, va reparler de cette proposition de loi et le 28 mai prochain, elle sera représentée en séance plénière. Mais ce week-end, le week-end d'avant, dans un moment festif, avec d'autres amis, nous étions en train de parler de cette abrogation et de l'abolition, un terme volontairement chimérique que nous avons choisi. Et nous discutions, une discussion très, très animée. Pourtant, nous étions tous d'accord. Malgré que tu étais d'accord, mais là, t'es chaud. C'est comme ça qu'on parle. Mais là, t'es chaud. Et au bout d'un moment, une dame d'une 50aine d'années, un petit peu plus, vient nous dire, mais, Kaye, pourquoi ce cagoumé comme ça pour un texte qui n'est pas même vrai, qui n'est pas même en réalité là encore, qui n'est pas quand même existé encore, et puis pourquoi ce cas occupé des bitins qui déjà passé, qui bitins qui n'ont pas concerné nous. Oui. 50 et plus. Maman, grand-mère, qui n'a pas concerné nous. Alors, tu imagines, après 2 heures, dans quel état j'étais. Tollé derrière. Et je lui dis, mais en fait, le code noir, tu sais ce que c'est? Je sais pas, on me dit qu'il a été écrit en noir. Je te jure. Et je passerai les autres commentaires qui feraient injure à votre intelligence. Donc aujourd'hui, je me suis dit, absolument, il faut, parce qu'on parle d'abrogation, il faut qu'on revienne sur ce qu'est ce code noir. Alors, qu'est-ce que c'est ce code noir. Alors, je vais préciser le contexte de sa rédaction. Alors, code noir ou édit de 1685. Alors, c'est dans les colonies, l'esclavage existe depuis un certain moment, même si en France, proprement dit, l'esclavage est aboli. Dans les colonies, il existe, il sévit, il tue, il meurt. Et c'est la seule loi des colons qui existe. Le roi, il se dit non, il va falloir que je mette un peu d'ordre dans ça, non pas parce qu'il aimait particulièrement les esclaviser, mais parce que son pouvoir était bafoué, était contrecarré par le pouvoir des colons qui prenaient de plus en plus de place. Donc, à l'époque de sa rédaction, la compagnie de Saint-Christophe et des îles adjacentes, créée par Richelieu, existait déjà aux Antilles et on comptait entre 500 et 600 esclaves, bien avant l'arrivée du Code noir. Et c'est la seule loi des colons qui régissait tout ça. Donc, le roi à l'époque, le roi des Lumières, donc Louis XIV, demande à Colbert, ma Fatima, elle a regardé qu'elle a passé, et fais-nous quelque chose. Donc, je vais lire juste un petit extrait de cette lettre. Sa Majesté estime nécessaire de régler par une déclaration tout ce qui concerne les nègres dans les îles, tant pour la punition de leurs crimes que pour tous ceux qui peuvent regarder la justice qui leur est rendue. Et c'est pour cela qu'il faut que vous fassiez un mémoire le plus exact et le plus étendu qu'il sera possible. Madame, c'est dans ce code noir qu'on retrouve pour la première fois le mot métropole dans la définition aujourd'hui encore où ce terme est employé. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas juste une figure de style de dire qu'il n'est pas judicieux d'utiliser ce terme. Alors, qu'est-ce que le Code noir? Le Code noir désigne l'ensemble des textes juridiques promulgués entre 1685 et 1724, parce qu'il y a eu plusieurs versions à chaque fois qui étaient amendées par la pratique dans les colonies, les us, la loi, la coutume, qui
toutes ces dimensions rentraient dans ce fameux code noir. Et c'est bien. Alors, au départ, on le nommait l'édit de 1685. C'est après qu'il est devenu le code noir, naturellement, parce qu'il régentait la vie des nègres. Voilà, tout simplement. Pourquoi on l'a appelé après le code noir. Donc, ce code noir prend une autre dimension lorsqu'on sait tout ça. Alors, lorsqu'il est promulgué en 1685, le commerce triangulaire est florissant. Et il se fait sur fond de traite, sans foi ni loi. Donc, le pouvoir normatif échappe au roi. Donc, c'est surtout dans ce contexte-là qu'il veut faire ce contour. Je ne pense pas que ce soit forcément par humanité pour non, c'est pour imposer vraiment sa suprématie. Pour se repositionner et dire aux colons, c'est moi qui a fait la loi, c'est moi qui ai géré. Donc voilà. Alors, l'édit de 1685 est un arsenal juridique qui va déshumaniser le texte, c'est-à-dire que la notion d'humanité est complètement enlevée de ce texte. Les captifs deviennent des choses, des objets, quelquefois même des animaux. On va y revenir. Donc, ce texte témoigne d'une double nature de l'esclave, qui est à la fois un objet, mais qui est aussi à la fois sujet de droit, parce qu'il peut être puni pour les crimes qu'il aura commis. Regardez un petit peu l'ambiguïté du texte. Tu as à la fois objet et sujet. Ce code noir va régir tous les aspects de l'existence de ces esclaves. Alors, vous allez comprendre pourquoi maintenant je parle d'esclaves, et tout à l'heure, je vais parler d'esclaves ici. Donc, alors, au nom du code noir, et on va chasser tous les non-catholiques, singulièrement les juifs, parce que sur la même terre de France, il doit y avoir qu'une seule religion. Vous comprenez le beau prétexte pour choisir, chasser tout ce qui n'est pas catholique. Le Code noir, dans son article 44, considérant l'esclave comme un bien meuble, un objet de propriété pouvant être vendu, transmis en héritage, une marchandise qui va entrer dans la communauté. L'esclave est un bien meuble et à ce titre, il n'a pas le droit d'avoir des choses lui appartenant. Tout ce qu'il peut appartenir va appartenir de facto au maître. Donc pas de propriété. Il n'y a pas de propriété parce qu'il est un meuble. Ou j'avais un meuble car non, c'est pas possible. Meuble, pépa ni en bitin. Donc si le meuble a un petit bouton pour l'enjoliver, ce bouton va appartenir au maître. Ainsi, dans l'article 46, les maîtres endettés pourront se voir saisir leur nègre, puisque ce nègre entre dans la communauté. Pour ce qui est de la foi, l'esclave, longtemps considéré comme des animaux, vont se voir dotés d'une âme, selon l'article 2 bienfaisant du Code noir. Bienveillant. Ils seront baptisés, instruits à la religion catholique, apostolique et romaine. Baptisés de force à une religion qui va inspirer la peur du feu de l'enfer. Vous allez comprendre bien pourquoi. Pour protéger naturellement les intérêts de la sûreté publique et les intérêts du maître. Tout ce que tu feras ou tu ne seras pas un bon chrétien, ma foi, c'est le feu de l'enfer qui t'attend. Voilà. Les dimanches et les fêtes chrétiennes seront obligatoirement chômés pour pouvoir pratiquer cette religion catholique du maître. Les esclaves ont à ce moment-là compris qu'il y avait des enjeux à suivre plutôt bon gré cette règle, parce que ces moments de communion dans la religion leur permettaient de se retrouver, de se voir, d'échanger. C'était un moment de répit aussi. Pas vraiment, c'était un moment où il fallait faire un point sur où on en était. Voilà. Moment de répit, peut-être, mais c'était surtout un moment où on allait pouvoir, par la suite, se rencontrer, échanger
des messages. Alors, j'ai vu un film où, dans les prières, dans les chansons, dans les cantiques, il y avait des codes. Et les esclaves chantaient avec tellement de foi, de ferveur. De ferveur. Tu ne pouvais pas comprendre qu'à ce moment-là, c'est des messages qui passaient. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je parle de... Ils n'ont jamais accepté leur état de captif. Ils se sont à tout moment, toujours, sans relâche, sans répit, battus contre cet état de captif. Pour juguler tous les risques de rébellion, l'article 16 interdisait aux esclaves appartenant à des maîtres de s'attrouper de jour comme de nuit, sous peine de se voir jetés en prison. 2 esclaves qui parlaient pouvaient être considérés comme un attroupement, sous peine de c'est pas encore le cas, peine de prison. J'ai presque envie de dire c'est un euphémisme. C'est encore le cas, j'ai envie de dire c'est un euphémisme, peine de prison, par rapport à la panoplie bien imagée de sévices qu'avaient imaginé les maîtres pour juguler toute tentative ou velléité de rébellion. Lorsque l'esclave fugitif, alors attendez les bonnes celles-là, à l'article 38, un esclave fugitif aura les oreilles coupées et sera marqué de la fleur de lys sur une épaule. En cas de récidive, il aura le jarret coupé et la fleur de lys marquée au fer rouge sur l'autre épaule. Donc à présent, on a des épaules marquées au fer rouge par la fleur de lys. Et à la 3e fois, sans jugement, sans sommation, il sera puni de mort. Généralement, la pendaison haut et court pour qu'on puisse bien le voir et dire aux autres, attention. Prends garde. D'accord. Alors, quelques droits sont mentionnés dans le Code noir. Obligation de nourriture, obligation de vêtir les esclaves. Alors, dans la littérature, on trouve que certains maîtres, ils avaient envie de nourrir à peu près convenablement leurs esclaves, mais l'ensemble des maîtres disaient « égal des petits garçons. Si vous faites ça, nous aussi nous mêlons. » Donc, nourriture, juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim. Interdiction de séparer les époux et les enfants lors d'une vente. Interdiction de la torture. Interdiction des abus sexuels. Interdiction pour le maître de tuer son esclave. Tout ce qu'on voit qui n'a jamais été respecté et qui a été impunément bafoué dans les colonies, bafoué la dignité humaine tout simplement. Alors, dans les colonies, les maîtres occasionnaient les pires sévices. Ils tuaient les esclaves, c'était légion, c'était la pratique. Et au contraire, ils se faisaient fort d'être des maîtres très, très durs pour dissuader d'avance tous les esclaves qui pourraient faire des plans de rébellion ou autres. Donc, vous l'aurez compris, je vais reprendre le dire d'un auteur, le Code noir marque au fer rouge et au fouet la loi blanche sur la peau noire. Il a été officiel, ce texte a été officiellement condamné par le pape Jean-Paul II qui disait que c'était un génocide ignoré. Oui, salut. Complètement. Et donc, quels sont les enjeux maintenant de l'abolition de ce Code noir? Alors, les enjeux sont surtout des enjeux de respect vis-à-vis de nous-mêmes. On sait bien que le Code, il est de facto caduc parce que d'autres textes sont venus dire que l'esclavage n'existait plus. Donc, de facto, si l'esclavage n'existe plus, le Code noir ne peut plus être en vigueur. Mais les enjeux, c'est surtout, je pense, des enjeux de respect, des enjeux de dignité pour nous-mêmes. Le Code noir a été un instrument officiel et législatif de déshumanisation. Il démounait nous aujourd'hui dans ce processus de rémounage. On commandait que texte ça y abolit expressément. Alors, c'est très bien, moi j'ai envie de dire, c'est très bien que hier vote à l'unanimité, mais
c'est un premier pas. On ne peut pas se contenter de ça. Il faut qu'il y ait des gestes forts inscrits dans le droit, inscrits dans les politiques publiques. Plus d'éducation, plus de justice, plus d'équité raciale. Aujourd'hui, un homme noir en France, malgré ses textes, a plus de mal à avoir une vie correcte, a plus de mal à trouver un emploi, a plus de mal à trouver un appartement. Une femme noire, je ne vous dis pas, parce qu'elle a la double peine. Donc aujourd'hui, d'être femme et plus noire, vous imaginez. Donc aujourd'hui, c'est un premier pas. Moi, je dis, mais il faut que nous restons attentifs pour voir où... Quelles sont les propositions après? Quelles sont les propositions après? Et j'appelle tous nos débutants à être très, très, très attentifs à ce qui va se faire après. Bon, on va rester véatif, on va attendre la suite. Donc j'ai envie de conclure pour reprendre la citation de cet auteur. Le code noir marque au fer rouge et au fouet la loi blanche sur la peau noire. Merci beaucoup. Donc, à partir du 28 mai, la loi sera aussi discutée en hémicycle, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, il faudra rester vraiment très véatif. On est dans la période qui nous concerne tous et c'est important d'être au courant déjà de ce que ça veut dire et d'utiliser les bons mots. Les bons mots, le code noir, maintenant, c'est ce que c'est. C'est pas un code écrit en noir, c'est un code de la loi blanche. Imprimé sur la peau noire, certainement. Oui, je veux le lire comme ça. Et c'est pour la première fois, on utilise le mot métropole pour le pouvoir par rapport aux îles. Il est pour la première fois utilisé dans ce sens, dans ce code noir. Et c'est aussi le fonctionnement de l'économie de plantation aussi. Absolument, qui est c'est complètement expliqué, qui est encore un petit peu d'actualité, comment dire? Oui, un petit peu, oui, on est encore dans cette définition d'économie de plantation. Ouais, donc voilà. Il y a des choses à faire encore, voilà, pour réhumaniser et reprendre notre dignité et notre pouvoir. Alors la dignité, j'ai envie de dire, on ne va pas vous la donner si vous ne vous battez pas pour cette dignité. Donc il appartient à chacun, le combat, il appartient à chacun de nous. Pour que cette dignité soit enfin inscrite dans les textes, mais pas dans les textes, dans les mentalités. Dans la tête, surtout. Dans les mentalités. Merci beaucoup. On a besoin d'avoir ces temps de réflexion autour de notre mémoire et de notre avenir. Absolument. Et le mois de mémoire, c'était le bon moment. C'était vraiment la bonne période. Merci José. On va conclure notre émission aujourd'hui. On a reçu Nancy Pali avec ses élèves. Elle était à distance du collège Bébel de Sainte-Rose pour nous parler du projet littéraire, donc les histoires de Bébel, d'une classe de 5e qui a pu produire un ouvrage avec 6 histoires qui parlent d'histoires vécues et de sujets de société. On a eu Nathalie Jeanlis qui est encore là, chanteuse, et qui nous a parlé de son actualité. Petite actualité quand même, ce soir on en parle pour quelques personnes. On n'était pas sûr de le dire, mais on le dit quand même. Alors. Oui, ce soir, la dernière au GIS, ce soir à la marina du Gosier. Voilà. Donc rendez-vous au GIS 20h30 pour les heureux qui pourront bénéficier de ce concert. Et avec José, il était question de l'abolition du code noir, donc avec toutes les explications qu'elle nous a fournies pour éveiller nos consciences et voilà, qu'on reprenne notre couronne enfin. Au niveau de l'actualité, on a parlé justement du comité de pilotage qui s'est réuni pour le futur mémorial des victimes de l'esclavage. Donc c'était un reportage de Maurice Cessé. On a aussi évoqué l'Agence française de développement qui a fait son bilan 2025 et parlé des perspectives 2026. Il était aussi question de la santé avec la 60e édition du Santé Expo à Paris qui a réuni des professionnels autour de la santé, justement de notre santé qui nous concerne en matière d'innovation, vieillissement et toutes les propositions qui pourront être faites pour améliorer le parcours de soins. On a aussi parlé des lycéens du micro-lycée qui se sont réunis dans un séminaire de révision à l'approche des examens pour amener ces élèves vers la réussite. Et on a parlé de protection du littoral, donc avec les collégiens qui étaient sur le littoral du Moule et en lien justement avec ce week-end de Pentecôte. Il est important
de respecter notre biodiversité. Voilà pour aujourd'hui. On vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné et une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt dans le ZCL et à la technique, on était avec Yann. Merci beaucoup. À très vite.